Donc on est au Café Rico, dans le contexte d'un travail pour regarder un peu de quoi est né Café Rico. Café Rico est né à peu près au même moment où il y avait l'échange, le libre-échange des Amériques, où dans la SLEA, la zone de libre-échange des Amériques, un malaise social, un besoin de défendre des causes et des injustices. Donc nous avons participé avec plusieurs groupes activistes, le groupe de recherche d'intérêt public des universités, que ce soit à McGill ou que ce soit à l'UQAM, monter aux barricades à Québec et aussi vérifier si le commerce équitable fonctionnait bien dans le Sud. Alors, au retour, une demande des producteurs d'ouvrir un café dans le Nord pour être propriétaires eux-mêmes. Nous avons fondé le café et maintenant c'est un statut de coopérative de solidarité qui travaille avec le Sud. Donc c'est un trait d'union Nord-Sud. Pour les ressources humaines, nous avons d'abord un engagement avec les gens locaux, les gens d'ici au Québec, donc des jeunes qui doivent absolument être aux études ou avoir un intérêt à aller aux études pour pouvoir travailler ici. Il est impossible de travailler au Café Rico en pensant faire sa vie juste en travaillant dans un comptoir et travailler avec l'autre. Oui, on apprend à maîtriser certains volets de la vie sociale ici. On accueille des étrangers, on accueille des gens qui sont des immigrants qui viennent de pays parfois où il y a eu des violences, dans un contexte de référence des institutions ici, que ce soit des jeunes décrocheurs, que ce soit des jeunes qui viennent du Rwanda ou des gens qui viennent de l'Afghanistan suite à des pays qui sont dans la guerre. Nous les aidons à reprendre un peu nos habitudes sociales, reprendre confiance et découvrir tout de suite s'il y a un intérêt pour aller aux études et trouver le besoin, l'endroit dans lequel ils vont être heureux. Facilement, les gens qui travaillent ici finissent par identifier un champ d'activité ou un champ d'études, que ce soit dans l'anthropologie, que ce soit dans l'environnement, en sciences écologiques, parfois en économie sociale ou durable, et aussi en foresterie. Donc dans l'ensemble, c'est le profil des ressources humaines ici. L'obligation, c'est d'aller aux études. De notre côté, l'engagement, c'est de payer les cours réussis et cours inscrits. Quand les gens sont entre 18 et 25 ans, nous supportons avec les études. Quand les gens sont entre 25 et 35 ans, nous supportons avec les régimes d'épargne retraite, les assurances collectives. Donc, tout âge a ses besoins, tout travailleur a des besoins différents. Donc, en étant travailleur au Café Rico, on a besoin d'abord de finir ses études, c'est obligatoire, pour devenir un compagnon ou un allié à l'extérieur, pour devenir un professionnel qui va être une relation durable à l'étranger ou ici même. Nous avons plusieurs relations avec des gens qui sont devenus des maîtrisés ou des doctorats en anthropologie qui travaillent maintenant sur le terrain. Nous avons aussi des gens qui travaillent au Québec, comme pour le CISO, qui est le centre d'aide sociale pour les pauvres. Et à différents niveaux, nous avons des finissants de chez nous, des gens qui ont réussi à faire plusieurs années avec nous, qui sont maintenant des conseillers sur le marché du Sur le montage financier et la gouvernance, qu'est-ce que tu nous peux dire de Café Rico? Donc, question finance, le Café Rico est définitivement dépendant de marge de crédit et de financement de grandes institutions. Nous avons besoin de beaucoup d'argent pour payer à l'avance les récoltes des producteurs. Nous avons besoin de confiance et on parle de marge de crédit substantielle de 250 à 750 000 $ pour pouvoir travailler. Nous gagnons la confiance et nous sommes toujours avec un profil net, une belle cote de crédit, mais nous travaillons toute l'année à rembourser ce que nous avons obtenu comme financement des institutions. Nous sommes toujours profitables au fin des années et nous redistribuons les profits dans les coopératives pour commission, pour racheter des matériels, pour leur permettre d'avoir leur propre laboratoire, refinancer de l'équipement là-bas, pour leur permettre aussi de négocier avec le reste du monde, être libre, ne pas être pris en otage dans un regroupement coopératif seulement. Ils ont le choix de faire ce qu'ils font et de vendre à qui ils veulent. Autodétermination et autogestion. Autonomie et gestion indépendante de leurs affaires. Parfait. Pour notre relation de gestion dans le corps de la coopérative, nous avons toujours des assemblées annuelles, un agenda serré de meetings par mois et nous avons des petits groupes qui travaillent sur différents domaines, que ce soit sur la qualité, sur le développement à la recherche, sur l'accessibilité au membership, le financement,
et les questions stratégiques de dans quelle direction on s'en va pour l'avenir, qui est une très très grosse question actuellement. Politiquement, c'est quoi qu'on fait avec le réseau du commerce équitable, économiquement, qu'est-ce que l'on fait avec les producteurs, comment est-ce qu'on diversifie nos portefeuilles, comment est-ce qu'on va assurer notre survie. Okay. Est-ce que tu pourrais un peu développer plus les défis et les enjeux politiques, sociaux et économiques du commerce équitable en tant que Café Rico? C'est pas un défi en tant que Café Rico, c'est un défi en tant que regroupement. Donc il s'agit de tout le monde. Nous sommes plusieurs acteurs ensemble. Les producteurs sont impliqués dans cette problématique-là. La problématique la plus importante, c'est la problématique d'éviter que le système de commerce équitable, l'organisation internationale devienne colonialiste et applique un pouvoir ou une pression sur les producteurs. Ce que nous avons toujours gardé à l'esprit d'éviter. Mais établir un prix juste, en ce moment, c'est le Nord, c'est l'international qui établit c'est quoi un prix juste. C'est terminé depuis cet automne parce que la nature a fait la justice tout seul. Les producteurs sont capables de demander un prix juste qui leur convient maintenant, en tenant compte de leurs coûts de production, en tenant compte de leur bilan financier, en tenant compte de leurs besoins et de leurs projets de diversification. Donc le défi, c'est de s'assurer qu'on respecte ça, qu'on leur permette d'arriver à leurs besoins, parce qu'au fond, on a décidé de faire cette entreprise-là, cette aventure, pour pouvoir rétablir des injustices. On a commencé à rétablir des injustices, puis on en a créé d'autres. On a créé d'autres dans la relation de pression avec les grandes les coopératives. Et il faut éviter que notre réseau international de commerce équitable devienne comment je dirais, paternaliste avec les producteurs. Parce que l'on critique les multinationales, on critique le système du commerce international qui fait de la pression, qui exploite et tout ça. Mais notre système doit les laisser libres et dans les lois, les réglementations de notre système, il y a parfois un paternalisme qui déplaît et que nous devons absolument éviter. Ça, c'est un enjeu. Deuxième enjeu, c'est de faire attention que la rareté, la nature, ce dérèglement de la nature qu'on voit avec toutes les catastrophes que l'on vit actuellement, ça va nous amener où pour les producteurs? Comment est-ce qu'on peut garantir leur avenir, leur survie, une fois qu'on a fait tout ce travail d'éducation avec le public? Ça fait des années qu'on travaille sur la conscientisation, on a gagné tout ça, mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec la nature, l'environnement, et comment est-ce qu'on va pouvoir préserver tout ça? Il faut faire attention de ne pas passer, de ne pas avoir une surproduction, surconsommation, et réétablir la notion de ne pas gaspiller, de profiter maintenant de la bonne position des producteurs qui doivent diversifier leurs terres et aussi faire de l'agriculture vivrière pour être autonomes chez eux, pour manger ce qu'ils ont chez eux. Parfait. Alors pour finir cette interview, quels sont les souhaits et les désirs de Stéphane comme personne et Stéphane comme engagé militant sur le commerce équitable? Mon souhait dans le cadre, comme personne et comme père de famille, de enfants, c'est de pouvoir apporter une justice sociale autant dans le sud qu'ici. C'est de pouvoir semer des valeurs sociales autant dans le sud, dans les coopératives que ici, rétablir les injustices, travailler localement, permettre sortir notre communauté de la pauvreté, des gens qui sont autour de nous, et laisser à les enfants la possibilité de voir un jour vert, de voir négocier justement égal à égal avec des gens, échanger avec des gens qu'ils respectent, ouvrir à d'autres cultures et préserver ce qui va rester de la nature et de la vie. C'est mon souhait. Écrire une page d'histoire parce que je pense que c'est déjà fait. J'ai commencé, je vais essayer de la finir avec des solutions et des alternatives pour le jeune Québec et notre progéniture, nos enfants. Et les enfants des gens avec qui nous travaillons dans tous les pays avec qui nous sommes associés. Nous remercions la présence, puis les commentaires, puis la discussion de Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup.